what I really mean when like I'm singing a song. I don't sing it if I don't mean it. Ladies and gentlemen, the one and only Michael Jackson. This man is going to be humiliated beyond belief. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. I'm gonna say it out there straight for everybody listening. My uncle didn't die. He was murdered. He was murdered. He was murdered. He was murdered. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale que vous me réclamez depuis des mois et des mois. Et je vous avais promis de faire cette vidéo quand on aurait franchi la barre des 50 000 abonnés, chose faite. Donc déjà, un grand merci à vous. 50 000 fois merci, c'est un truc de dingue. La seule façon que j'ai à chaque fois de vous remercier, c'est de vous proposer des vidéos les plus qualitatives possibles. Et je sais que Michael, vous l'attendiez avec grande impatience. C'est une vidéo, ça a été franchement la vidéo la plus longue que j'ai eu à faire, vous vous doutez bien, à tout point de vue, des recherches, tout ça. Et ça n'a pas été facile. Je tiens par contre à faire un gros disclaimer avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je ne peux pas à chaque fois être complètement neutre. Je sais que c'est quelque chose que vous appréciez dans mes vidéos et très sincèrement, je le fais pas exprès en fait d'avoir l'air neutre en tous les cas, parce qu'à chaque fois que j'aborde un sujet, que je fais une vidéo, j'ai toujours mon avis en fait quand je la fais, quand je la commente. Je pense que ça s'entend. Je ne me revendique pas du tout comme étant journaliste et comme étant du coup hyper impartiale et neutre. Je peux pas. Je suis pas faite comme ça. Donc naturellement dans cette vidéo, vous allez sentir un parti pris. Ça n'empêche pas que dans cette vidéo, les faits seront là. J'ai cherché vraiment beaucoup en profondeur. Et d'ailleurs, je tiens tout de suite à remercier mon abonnée Sabrina, ma fouine de l'ombre, qui m'a aidée sur quelques petites choses quand même assez importantes pour cette vidéo. Donc si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Je te fais un gros bisou. Merci pour ton avis. Merci pour les pistes que tu m'as données. Mais voilà, vous allez sentir un parti pris qui a été forgé par mes recherches. Donc voilà, si ça déplaît à certains, j'en suis désolée. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses que je vais mettre à plat aujourd'hui. Après, rien ne vous empêche de vous forger votre propre opinion. Je sais que Michael Jackson, c'est un sujet délicat, très controversé pour chacun. Je respecte l'opinion de tout le monde. Respectez également la mienne, mais vraiment faites abstraction de mon avis. Écoutez juste les faits. C'est la fin de ce long disclaimer, mais que je jugeais vraiment essentiel pour cette vidéo. Maintenant, on y va. Michael Joseph Jackson, surnommé le roi de la pop, est un auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe, mais également acteur et réalisateur américain qui est né le 29 août 1958 à Gary dans l'Indiana. Il est le 8e d'une famille de 10 enfants, dont un qui est mort à la naissance, qui était d'ailleurs le jumeau de Marlon, et il est issu d'une famille témoin de Jéhovah. Son père, qui est un ancien boxeur, est également musicien. Il a un autre travail alimentaire à côté, mais il a également un petit groupe qui s'appelle The Falcon. Ils se produisent à droite à gauche et il essaye comme ça de ramener des petits revenus supplémentaires pour la famille, mais bon voilà, c'est pas tip top. Ils habitent dans une petite maison de 2 pièces. De ce fait, l'argent n'étant pas en abondance, sa guitare est très précieuse et les enfants Jackson ont pour consigne de ne jamais toucher à sa guitare. Sauf que l'un des frères Jackson, Tito, va en jouer en cachette jusqu'à ce que son père se rende compte qu'il y a une corde pétée sur sa guitare. Donc Papa Jackson va menacer ses enfants
de leur foutre une bonne raclée si ils ne savent pas jouer de la guitare. En gros, si vous m'avez pété une corde, vous avez intérêt à savoir en jouer. C'est ainsi que Tito montre ses prouesses de guitariste. Joe Jackson décide donc de donner sa guitare à son fils. Il donne également à son autre fils, Jermaine, une basse. Et avec un troisième fils, Jackie, il monte un groupe. Et donc ces trois garçons s'appelleront les Jackson Brothers. Malheureusement, le groupe ne perce pas jusqu'au jour où Joe se rend compte que Michael, le petit Michael, il a quelque chose. Il danse déjà sur les rythmes de la machine à laver. Il reproduit les pas de James Brown qu'il adore. Il chante, il sait chanter. Mais en plus de ça, il a cette étincelle, ce feu sacré qui pousse donc Joe Jackson à l'intégrer au groupe ainsi qu'un autre de ses frères, Marlon. Ça se passera en 1964 et sous les conseils des voisins, il s'appelle désormais les Jackson 5. Bon, on a compris déjà que le père Jackson a décidé de tout faire pour que ses enfants percent et pour avoir le succès que lui-même n'a jamais connu. Donc le petit Michael, du haut de ses 5 ans, va devoir enchaîner des soirées où il va se produire avec ses frères. Leur premier succès sera I Want You Back. Afin d'être le plus professionnel possible, Joe Jackson demande même à ses enfants de ne pas l'appeler papa, mais Joe. Et c'est bien des années plus tard que Michael Jackson nous confiera certaines choses au sujet de son père. Il dit que quand il était gosse, il n'y avait que le travail, et qu'il n'a jamais compris qui était réellement son père. Il révélera également qu'il a subi des abus physiques et mentaux par son père, donc ses frères, même traitement. Il est traîné de festival en festival, de club en club, et il n'avait pas droit au moindre faux pas. Michael dit qu'il lui suffisait juste d'un regard de son père pour qu'il en vomisse, tellement qu'il avait peur de lui. Et je peux comprendre parce que la tête de cet homme, personnellement en tout cas, me fait grandement flipper. Je trouve qu'il a un regard glaçant, terrifiant. Alors j'imagine du haut d'un petit bout de chou de 5 ans la terreur qu'il peut susciter. Toutefois, Michael ainsi que son frère Jermaine s'exprimeront encore une fois beaucoup plus tard sur le comportement de leur père à cette époque-là, en disant que finalement c'était pas vraiment de l'abus mais plutôt de la discipline. Au moins ça les a dissuadés d'aller traîner dans la rue, de se droguer ou de faire des choses de délinquants, et que c'était un génie et que s'il n'avait pas été comme ça avec eux, ils n'auraient pas connu le succès qu'ils ont connu. D'accord, il n'empêche que le petit Michael aura des difficultés émotionnelles, il fera beaucoup de cauchemars, il aura des troubles du sommeil, des complexes, un comportement hyper docile et des tendances à rester enfantin, et il souffrait également de dysmorphophobie. Oui, on peut comprendre, son père s'est énormément moqué de son acné à l'adolescence, et il s'attaque également à son nez, il le surnommait toujours gros nez. On peut voir d'ailleurs lors des interviews que quand Michael évoque le comportement de son père, à chaque fois à la fin il dit pardon Joseph. Je pense qu'on peut dire qu'en fait il ne s'en est jamais vraiment remis. D'ailleurs son nez, les chirurgies vont démarrer en 1978 lorsqu'il va se casser le nez en tombant sur scène. On va lui refaire le nez, sauf que ça a été mal fait, il n'arrivait plus à respirer correctement ni à choper les notes de tête, donc il subira une deuxième opération esthétique. Alors donc comme je vous disais, l'enfance de Michael n'a pas été une enfance dorée. Déjà en étant témoin de Jéhovah, il ne fêtait ni anniversaire ni Noël. Ses frères étaient ses seuls amis. Il n'avait pas le droit d'aller au parc, jouer au baseball, n'importe quoi d'autre avec les autres enfants de son âge. Lui, il était en studio. Il n'avait pas le droit de faire des soirées pyjama chez ses potes. De toute façon, il n'en avait pas. You don't get to do things that other children get to do. You know, the simple things that they so much take for granted. Mm-hmm. Having friends and slumber parties and buddies and just hanging out. There was none of that for me. I didn't have any friends when I was little. My brothers were my friends. When people wonder why I always have children around, because I find the thing that I never had through them. You know, Disneyland, amusement parks, arcade games. I adore all that stuff because when I was little, it was always work, 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 from one concert to the next. If it wasn't concert, it was the recording studio. If it wasn't that, it was TV shows or interviews or picture sessions. Mm-hmm. It was always something to do. You were crying because you couldn't be like other kids. Well, I love show business, mm-hmm. and I still love show business, but then there are times you want to play and have some fun, and that part did make me sad. I remember one time we were getting ready to go to South America, and I was crying while I was hiding because I really did not want to go. I wanted to play. I did not want to go.
Et c'est également très tôt donc, dans la vie de Michael, dans sa plus tendre enfance, qu'il va commencer à goûter au racisme, notamment quand il se produisait donc dans les clubs. Il n'avait pas le droit en fait d'emprunter l'entrée principale réservée aux blancs. Il devait toujours passer par les portes de service, à travers les poubelles et les rats. Et ce qui est également intéressant de noter, très important pour la suite, c'est que Michael Jackson n'a jamais eu de chambre à lui. Comme je vous l'ai dit, donc ils avaient une petite maison de seulement 2 pièces. Les enfants dormaient tous ensemble. Et déjà, Michael avait des frères beaucoup plus âgés que lui, à part Marlon. Mais voilà, il n'était jamais seul, y compris lors de leurs déplacements. Il partageait donc la même chambre avec ses frères dans les hôtels. Et c'est là où d'ailleurs c'est pas très cool parce que, alors, des fois ils avaient des lits superposés, malgré que Joe était quelqu'un d'assez croyant, quelqu'un d'assez rangé a priori. Bon, ça l'a pas empêché d'aller faire des petites incartades avec les groupies de ses fils. À la fin de chaque concert, l'équipe des Jackson sélectionnait quelques fans pour rejoindre les frères à leur hôtel et faire leurs petites affaires. Petites affaires en présence donc d'un Michael Jackson tout petit qui devait faire semblant de dormir pour ne pas déranger ses frères en plein zéba avec des jeunes filles. Il y a même une anecdote qui a été rapportée. Quand Michael était déjà un petit peu plus grand, il a essayé de dissuader une des fans qui avait été sélectionnée pour aller rejoindre l'un de ses frères à l'hôtel. Il lui a dit n'y va pas, pendant qu'elle est venue lui demander de signer un autographe. Ne va pas à l'hôtel, tu vas être utilisé comme un Kleenex quoi, il te rappellera pas, il te reverra pas. La fan n'a pas voulu l'écouter, elle est allée passer la nuit avec son frère et le lendemain s'est fait jeter comme un Kleenex. Donc malgré les tentatives de Michael Jackson pour dissuader les groupies d'aller rejoindre ses frères, peu l'ont écouté. Quand on voit donc le comportement que ses frères ont eu avec les femmes, Michael Jackson, lui, par la suite, il dira toujours qu'il aime les femmes classe, pures, qui ne font pas étalage de leurs attributs pour séduire les hommes. Son genre de femmes sont Diana Ross, Lady Diana, Brooke Shields, dont il était fou amoureux, et Elizabeth Taylor. Donc tout en restant membre du groupe des Jackson 5 jusqu'en 1984, il entame en parallèle une carrière solo à partir de 1971, où là donc il a à peine 13 ans, et il va enregistrer 4 albums tout seul, donc Got to Be There, Ben, Music and Me et Forever Michael. Ces albums Off the Wall, Thriller, qui sera l'opus le plus vendu au monde, le propulse au rang de superstar. Et en mai 1984, il est reconnu par le livre Guinness des records comme album le plus vendu de tous les temps, avec 25 millions d'exemplaires à l'époque. Donc là, on parle de Thriller. D'ailleurs, pour les 25 ans du label Motown, les Jackson 5 ainsi que Michael vont se produire pour une prestation. Et là, Michael Jackson va chanter son titre solo Billie Jean, et on va avoir droit pour la première fois à son Moonwalk qui va devenir sa signature, et ça ce sera le 16 mai 1983. Suite à cette prestation, il aura même un télégramme de Fred Astaire qui lui dira « Je suis un vieil homme, j'attendais la relève, merci ». Cette même année, en 1983, Michael Jackson va révolutionner le concept de clip vidéo qui à la base était juste un peu insipide quoi en fait, c'était juste le groupe qui chantait, bon visuellement il se passait pas grand chose quoi. Lui il décide au contraire de faire du clip un support vraiment supplémentaire, à part entière même, à tel point que si on écoute une chanson de Michael Jackson qu'on l'aime pas trop, il suffit qu'on voit le clip pour finalement scotcher et finir même par aimer la chanson, parce que le clip est tellement visuel, il y a une histoire, il raconte quelque chose, et ça ne se faisait pas avant. Donc là, les clips deviennent des courts-métrages, donc bon, je vous les cite, mais on les connaît, Beat It, Thriller, Bad, Smooth Criminal. Cependant, contrairement à quelque chose qu'on entend souvent, Michael Jackson n'a pas été le premier homme noir à avoir vu ses clips diffusés sur la chaîne MTV. On avait dit que c'était Billie Jean, le premier clip d'un chanteur noir à être diffusé sur la chaîne. Non, il y a eu Donna Summer, Eddie Grant, même Prince, bien avant lui. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand il a sorti son clip Billie Jean, il a apporté, comme je vous dis donc, cette nouvelle dimension au clip. Ça oui, c'est lui qui l'a apporté.
porté. Et de ce fait, il a fait exploser en tous les cas MTV, puisque le clip de Billie Jean était pour l'époque en tous les cas une vidéo époustouflante. En fait, les gens se sont mis à regarder MTV juste pour voir les clips de Michael Jackson. D'ailleurs, petite parenthèse, puisque je parlais de Prince, il y a toujours eu une espèce de rivalité entre Prince et Michael Jackson. C'est assez drôle d'ailleurs, ils devaient chanter en fait ensemble sur le titre Bad, sauf que dès que Prince a entendu les premières paroles, à savoir Your butt is mine, donc ton derrière est à moi, il s'est dit non, je peux pas chanter ça. Du coup, il a refusé le duo et voilà, ils se sont souvent envoyé des petits pics, surtout Prince, jusqu'au jour où je ne sais plus pour quel événement en fait ils avaient été invités sur scène tous les deux à faire une petite démo de danse, sauf que Prince s'est vautré de la scène. Michael Jackson s'est foutu de sa gueule, apparemment c'est un truc qui est resté, ça a pas plu à Prince, mais voilà, on dit qu'il y a toujours eu une petite guéguerre entre eux. Il n'empêche que quand Prince a appris le décès de Michael Jackson, à ce moment-là il se trouvait en studio d'enregistrement. Il a renvoyé tout le monde et il s'est enfermé pendant 4 jours sans parler à personne. Donc à mon avis, c'était une petite rivalité mignonnette, mais voilà, icône contre icône, mais rien de méchant. Le 27 janvier 1984, Michael Jackson va tourner une publicité pour la marque Pepsi Cola. Il se produisait en fait sur scène devant 3000 fans lorsqu'il y a eu un incident pyrotechnique. En fait, il y a un espèce de feu d'artifice, si je puis dire, qui s'est déclenché trop tôt et Michael Jackson a été brûlé à la tête au 2e et 3e degré. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et il a eu je ne sais pas combien de points de suture, mais toujours est-il que c'est à partir de cette blessure qu'il a commencé à consommer des antidouleurs. D'ailleurs, ça l'a laissé partiellement chauve. C'est de là qu'il a commencé à porter des perruques et on a pu voir dans des interviews bien des années plus tard qu'il avait toujours le crâne très sensible. Il a eu de multiples interventions chirurgicales justement pour essayer de reconstituer en fait la peau de son crâne. Et c'est d'ailleurs lors de son séjour à l'hôpital qu'il va commencer à s'intéresser aux grands brûlés et qu'il va fonder l'association Michael Jackson Burn Center, notamment grâce à l'argent que Pepsi va lui verser, car il n'a pas voulu porter plainte contre Pepsi. À la place, il a accepté la somme d'1 500 000 $ de compensation pour ce qu'il a eu, et donc il l'a reversé à cette association pour les personnes brûlées. En 1985, il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Il y a l'entreprise d'édition musicale ATV Music qui détient en fait les droits de plusieurs milliers de titres, dont le catalogue Northern Songs. Et dans ce catalogue, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de titres signés John Lennon, Paul McCartney, des titres que les Beatles ont enregistrés. Et ce catalogue va être mis en vente. Et après moult négociations, Michael Jackson finit par acheter ce catalogue pour la modique somme de 47 millions de dollars et demi. En 25 ans, la valeur de cette société a monté et elle est aujourd'hui à 1 milliard de dollars. C'est important cette histoire de catalogue. D'ailleurs, ça a créé aussi une petite friction entre Michael Jackson et Paul McCartney. I'm gonna get your songs. I'm gonna buy your songs. And I'd say, love it. You know, I thought it was a joke. Anyway, he ended up doing that. So, I mean, I can't sort of blame him. You know, they're on the market. Mais c'est intéressant parce qu'on reparlera de ce fameux catalogue beaucoup plus tard dans la vidéo. En 87 sort l'album Bad et c'est la première fois que Michael Jackson part en tournée sans ses frères pour la promotion de cet album. Et elle a été la tournée la plus fréquentée et la plus rémunératrice de tous les temps car elle a remporté 125 millions de dollars. Donc l'album Bad, qu'est-ce que c'est ? C'est The Way You Make Me Feel. Man in the Mirror qui parle d'amour et de paix et qui dénonce aussi la pauvreté dans le monde. N'oublions pas que Michael Jackson est un artiste très engagé, on en reparlera après. Dirty Diana. Que d'ailleurs il retirera lors d'un de ses concerts en Grande-Bretagne parce que justement Lady Diana en personne ainsi que le prince Charles assistaient en fait à ce concert. D'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il l'a retiré pour pas la froisser. Or elle lui a dit que c'était sa chanson préférée. C'était trop tard pour la remettre au programme. On a également dans cet album le fameux Smooth Criminal où pour la première fois on voit Michael Jackson
se pencher à je ne sais pas combien de degrés pour ce mouvement-là. Il a fait breveter en fait les chaussures qui avaient donc un système à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs également en 1983 que lors d'un duo qu'il va enregistrer avec Paul McCartney qui s'appelle Say Say Say, en fait pour le tournage de ce clip, ils vont louer pour quelques jours un manoir qui s'appelle le Sycamore Ranch. Michael Jackson va tomber amoureux de ce manoir et il sera mis en vente quelques temps plus tard. Il va l'acheter et il en fera le Neverland qu'on connaît tous. Petit rappel parce que Neverland, on peut pas le zapper comme ça, hein. Michael Jackson en a fait un lieu à son image. Il voulait le pays imaginaire de Peter Pan, un lieu où on pourrait s'amuser. Donc il y a un parc d'attractions, il y a un zoo, Michael Jackson adore les animaux, il y a de la musique en permanence, comme à Euro Disney en fait. Il y a également un théâtre, un cinéma, et dans son ranch, Michael Jackson accueille fréquemment des enfants qui sont dans des contextes assez difficiles, des enfants qui n'ont pas les moyens en fait d'aller dans des parcs d'attractions. Il accueille aussi beaucoup d'enfants malades. Il a fait installer exprès des lits d'hôpitaux dans la salle de cinéma. En fait, derrière la salle, on voyait des grandes vitres. Donc là, les enfants pouvaient voir le cinéma. Ils avaient également fréquemment des gens qui venaient faire des spectacles, des pièces de théâtre, bref, tout plein de choses pour les divertir. You have to be a person who really cares about children to build it into your architecture. Yes, yes. We have children that come who are intravenously, they're very sick and they're bedridden and they Can't sit up. Right, they can't sit up. And these beds, they're hospital beds. You push a button, they move up and they move down, and they're able to watch. We have a magic show. We show the current films, if it's cartoons, anything, you know, and anything so they can escape to that world of magic that they don't get a chance to experience. D'ailleurs, dans ce ranch, il y aura Elizabeth Taylor, grande amie de Michael Jackson, qui va se marier avec Larry Fortensky. Ce sera en 1991. Et il y aura toutes sortes de personnalités, naturellement, qui vont y aller. Chris Tucker, Macaulay Culkin, etc., etc. C'est d'ailleurs grâce à Elizabeth Taylor qui va avoir son surnom du roi de la pop, The King of Pop, car c'est ainsi qu'elle va le surnommer quand elle va lui décerner le Soul Train Music Awards, qui est donc le prix Heritage en 1989, et également le président George W. Bush qui l'évoque comme étant l'artiste de la décennie depuis la Maison Blanche. Michael Jackson n'étant plus à la Motown, il signe un contrat avec Sony, donc ça c'est le 20 mars 1991, contrat de 65 millions de dollars, et dans ce contrat donc il est censé être avec Sony donc pour une durée de 15 ans, et il s'engage également à produire 6 albums pour Epic et également apparaître dans des films et des courts-métrages. Et on verra que ça va pas très bien se finir. Un nouvel album sort la même année qui s'appelle Dangerous, qui porte d'ailleurs très bien son nom étant donné les titres qu'on y retrouve. Donc il y a Black or White. Black or White, à cette époque-là, Michael Jackson était devenu blanc, donc il souligne bien l'importance, qu'il n'y ait pas d'importance en fait à être blanc ou noir, indien, asiatique, peu importe, Michael Jackson rassemble de toute façon toutes les races, toutes les ethnies avec sa musique. Également le titre Remember the Time. C'est dans ce clip quand même où on retrouve Eddie Murphy et également le mannequin Iman, qui est un mannequin somalien. Et en quoi c'est important, c'est que dans ce clip, il représente les rois d'Égypte, donc des rois noirs. D'ailleurs, dans ce clip, tout le peuple égyptien est noir. Et c'était la première fois en fait qu'on représentait les Égyptiens noirs. Dans tous les films, on les voyait blancs. Et je vous invite d'ailleurs à aller lire les paroles, du moins la traduction pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, pour voir qu'en fait Michael Jackson rend à César ce qui est à César. Ce qui peut ne pas plaire à certains, mais bon, poursuivons. Il y aura également le titre In the Closet, Who Is It, que je trouve d'ailleurs sous-coté. Enfin, moi, c'est l'une de mes chansons préférées de Michael Jackson. Who is it? It is a friend of mine. Who is it? Jam, Hear the World, Will You Be There, qui pareil aussi je trouve sous-coté. Enfin moi j'ai découvert ce titre avec le film So et Willie. Je crois que c'est ma chanson préférée de Michael Jackson avec Who Is It.
Et également un titre qui s'appelle Gone Too Soon. Et en fait, ce titre, il l'a écrit pour un jeune garçon qu'il avait rencontré à l'hôpital qui souffrait du sida et qui en est malheureusement décédé. Michael Jackson l'a accompagné jusqu'à la fin. Donc ce jeune garçon s'appelait Ryan White et cette chanson était donc pour lui. En février 93, alors là... Michael Jackson donne une interview exclusive à Oprah. Il l'accueille à Neverland et elle peut lui poser toutes les questions qu'elle veut, que ce soit sur sa carrière ou sur sa vie personnelle. Et c'est quand même intéressant de noter que cette vidéo a été, cette interview a été diffusée dans le monde entier. Elle a réuni 90 millions de téléspectateurs. D'ailleurs, ça a été le record d'audience pour Oprah. Elle a ni avant ni après fait de tels chiffres d'audience. Et c'est là, donc, comme je vous disais, où Michael Jackson parle de son père, des maltraitances qu'il a subies. My father teased me and I just hated it. I cried every day because of it. Your father would tease you about your pimples? pimples? He would tell me I'm ugly. Sorry, Joseph. Yeah. I just wish I could understand my father. But I do love him. Yes, I understand. And I am forgiving. Mais il va parler également de sa couleur de peau, donc ce fameux éclaircissement de peau, que tout le monde disait qu'il s'était greffé de la peau blanche, qu'il avait tout fait pour éclaircir sa peau parce qu'il ne supportait pas d'être noir. Non, pas du tout. Donc il dit souffrir du vitiligo, voilà, c'est la première fois qu'il en parle. It's something that I cannot help, okay? But when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. It's a problem for me, okay? I can't control it. It's in my family. My father said it's on his side. I can't control it. I don't understand. I mean, it makes me very sad. Donc non, il ne s'est pas éclairci la peau. Ça n'était pas une volonté de devenir blanc. C'est simplement, voilà, cette maladie qui dépigmente la peau, la rendant même presque translucide, en fait, plus blanche que blanche. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il a toujours des parapluies, en fait, des ombrelles, parce qu'il ne peut pas être exposé à la lumière du soleil. C'est très mauvais pour sa peau. Est-ce que vous pensez pour autant que les rumeurs sur un blanchiment volontaire vont s'arrêter? Pas du tout, on ne l'a jamais cru. There's so much garbage and so much trash that's written about me. The more often a person tell a lie, the more times you hear a lie, I mean, you begin to believe it. Mm-hmm. If it's told often enough, you start to believe it. Or, je vous spoil un peu, hein. Lors de son autopsie, il a été confirmé qu'il souffrait bien de vitiligo. Alors, naturellement, lors de son autopsie et des photos qui ont été prises dans sa chambre, on a vu que Messi prenait des crèmes pour s'éclaircir la peau, tout ça. Cette fameuse crème appelée monobenzone ou bénoquine, c'est en fait le seul traitement approuvé par la FDA pour le vitiligo. Et on s'en sert donc effectivement pour aider la peau à se dépigmenter quand on est vraiment, j'ai envie de dire, en mode léopard, quoi, qu'on a trop de taches et qu'il vaut mieux du coup malheureusement basculer du côté clair afin, on va dire, d'homogénéiser la chose, si je peux dire ça comme ça. Et d'ailleurs on a son dermatologue Arnold Klein, donc dermatologue qu'il a eu depuis 1984 jusqu'à sa mort, qui confie lui avoir recommandé de se débarrasser des régions foncées restantes sur son corps, et c'est pour ça donc qu'il prenait cette crème également. Voilà, tout comme aussi la rumeur qu'il dormait dans un caisson à oxygène alors qu'en fait c'était tout simplement That story is so crazy. I mean, it's one of those tabloid things. It was completely made up. I did a commercial for Pepsi, and I was burned very badly. And that's a piece of technology that's used for burn victims, right? That. So I'm looking at the piece of technology, I'm touching it, feeling it, and decide to just go inside of it just to hammer around. Somebody takes a picture. He made a copy. These pictures went all over the world with this lie attached to it. Mais non, Michael Jackson n'a jamais dormi dans un caisson à oxygène pour rester jeune éternellement. N'importe quoi. Et là, on en arrive à une des plus grosses parties de cette vidéo, l'affaire Chandler. Alors, nous sommes le 17 août 1993 quand Michael Jackson est accusé d'abus par Jordan Chandler. Alors, revenons à la jeunesse de l'histoire. Michael Jackson a rencontré le petit Jordan Chandler ainsi que sa mère June et le compagnon de sa mère de l'époque, Dave Schwartz, alors que Michael Jackson était tombé en panne. Tout simplement, il cherchait un réparateur. Il est tombé sur donc ce fameux Dave qui avait une société, un garage quoi. Et quand il a vu que c'était Michael Jackson, il a tout de suite appelé donc sa compagne June parce que le petit Jordan était fan incontesté de Michael Jackson. Ils sont donc venus, ils l'ont rencontré, ils ont donné leur numéro de téléphone et Michael a de temps en temps passé quelques coups de fil pour prendre des nouvelles du garçon. En février 1993, donc un peu moins
moins d'1 an plus tard, il a invité le petit Jordan ainsi que sa petite sœur Lily et leur mère June à venir au ranch Neverland où ils y ont passé un week-end. Et dans les mois qui ont suivi, Jordan ainsi que sa petite sœur, enfin sa demi-sœur et leur mère ont accompagné Michael Jackson lors de quand même pas mal de déplacements. Il les a emmenés à Monaco pour les World Music Awards, donc ça c'était en mai 93. Il les a emmenés à Disneyland. Il a fait fermer un magasin Toys R Us pour que les enfants puissent acheter tout ce qu'ils voulaient, aux frais de Michael Jackson naturellement. Bon, magasin fermé parce que vous comprenez, Michael Jackson ne peut pas faire ses courses comme tout le monde, donc il faut privatiser les lieux, sinon ça crée l'émeute. Il les a également amenés à Las Vegas, et ils étaient tellement fourrés tout le temps avec Michael Jackson que les tabloïds ont fini par remarquer la présence de cette famille auprès de Michael, et l'ont même surnommé la famille secrète de Michael Jackson. Et c'est là donc que le père biologique de Jordan, donc Evan Chandler, s'est, je trouve, rappelé qu'il avait un fils, parce que donc ils étaient divorcés avec sa femme. Il n'exerçait pas son droit de visite. Il devait je sais pas combien de milliers de dollars à June de pension alimentaire qu'il n'a jamais payé. Et bon, voilà, naturellement, il n'est pas passé à côté de cette grande nouvelle, quoi, que sa femme et son fils fréquentaient de très près Michael Jackson. Donc il a voulu contacter Michael Jackson, le rencontrer pour savoir exactement ce que c'était que cette relation. Bon, au début, il n'était pas très chaud quand il a appris que son fils avait dormi avec Michael Jackson. Alors ça, c'était apparemment lors d'une soirée à Las Vegas où ils avaient visionné L'Exorciste. Jordan avait grave flippé, on peut comprendre, et il a demandé à Michael Jackson s'il pouvait dormir avec lui. Michael, son gros problème est qu'il ne sait pas dire non, donc il a dit oui, avec l'accord de sa mère, je précise quand même. Et bon, voilà, ça n'a pas trop plu à Evan, mais pour autant, ce fameux Evan, on va quand même dire qui il est. C'est un dentiste de Beverly Hills, mais qui rêvait de devenir scénariste. Donc, il s'est dit, je vais proposer à Michael Jackson de financer mes projets de films. Bon, Michael Jackson, ça ne l'a pas tellement branché, donc il a décliné. Et il a donc invité Michael Jackson à venir passer du temps chez lui avec son fils. Donc, il a recommencé à voir son fils, tout ça. Michael Jackson est venu plusieurs fois. Il a dormi chez Evan. Il avait également aussi dormi chez June, tout ça. C'était vraiment... faut comprendre que là, June, Jordan, Lily étaient vraiment très proche de Michael Jackson, qui au final est quelqu'un de très solitaire, malgré ce qu'on pourrait croire. Et le défaut qu'a Michael, je le souligne quand même, beaucoup de personnes l'ont dit, c'est qu'il fait confiance très vite et très facilement, tellement qu'il est en manque d'amour. Donc là, c'était un petit peu la famille qu'il rêvait d'avoir et qu'il n'avait pas. Donc il s'est énormément attaché au Chandler Schwartz. Donc il est allé plusieurs fois chez Evan. Ce dernier lui a même suggéré de financer une extension de sa maison afin que Michael puisse avoir ses propres quartiers et venir encore plus fréquemment à la maison. Bon, Michael a refusé. Bon, faut peut-être pas déconner non plus. Et voyant que son fils Jordan était sacrément attaché à Michael, ça lui a pas plu. Voilà, Evan, il s'est dit en gros, Michael a pris ma place, il le prend plus pour son père que moi. Ça ne me plaît pas. De toute façon, leur relation, elle est bizarre. Il décide donc de contacter un avocat afin de revoir les termes de l'accord qu'il avait passé avec June concernant la garde de Jordan. Il veut désormais exercer son droit de garde beaucoup plus qu'il était initialement prévu. Et là, June et son compagnon Dave, ils sentent que Evan commence à devenir un peu menaçant, donc ils décident de commencer à enregistrer les conversations téléphoniques qu'ils ont avec lui et qui, j'avoue, glacent un peu le sang, à tel point qu'ils vont les faire écouter à Michael Jackson ainsi qu'à son détective privé, Anthony Pellicano, et également à son avocat. This attorney I found, I interviewed several, and I picked the nastiest son of a bitch I could find. Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight. Any devious, nasty, cruel way that he can do it. And I've given him full authority to do that. It'll be a massacre if I don't get what I want. This man is going to be humiliated beyond belief. He will not believe it. He will not believe what's going to happen. Beyond his worst nightmares. Sell one more record. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want. They will be destroyed forever. Ils vont quand même prendre l'affaire au sérieux. Du coup, Anthony Pellicano, ce qu'il va faire, il va aller s'entretenir avec le jeune Jordan pour lui demander si Michael Jackson a effectivement eu un comportement inapproprié envers lui. À toutes les questions, Jordan répondra non, absolument pas. Afin d'apaiser les choses, June acceptera qu'Evan prenne
Jordan pendant une semaine, sauf que au bout de cette fameuse semaine, Evan va refuser de rendre Jordan à sa mère et c'est là que les choses vont commencer à dégringoler encore plus. Il va très fréquemment emmener son fils chez son avocat pour discuter de on ne sait pas trop quoi, mais on s'en doute très bien parce que c'est à la suite de cette semaine de coaching, on va dire, que le petit Jordan va complètement changer sa version des faits par rapport à sa relation avec Michael Jackson et l'accuser. During that time that he had him, he came into my office and he was behind closed doors with my attorney, the Jordy Chandler was. So I had a few encounters with Jordy Chandler coming into the office, and to me it just looked like a coaching session. Sauf que lorsqu'il va y avoir une réunion d'organiser entre Evan, le détective privé de Michael Jackson, Anthony Pellicano, et Michael Jackson lui-même, Jordan va se jeter dans les bras de Michael et ne pas comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Et là en fait Evan Chandler réclame 20 millions de dollars à Michael Jackson, sauf que Michael n'ayant absolument rien à se reprocher, il refuse de payer cet homme-là, non. Et il poursuit même l'avocat d'Evan Chandler, Barry Rothman, pour extorsion. June réclame au juge que son fils revienne à la maison, qu'Evan lui rende son fils. Et c'est à ce moment-là que le 17 août 1993, une plainte est déposée par Evan Chandler à l'encontre de Michael Jackson. La police de Los Angeles ouvre une enquête sur Michael Jackson et effectue des perquisitions à Neverland ainsi que dans son autre propriété à Los Angeles. Le 27 août 1993, alors il y a le Los Angeles Times qui rapporte qu'en fait il y a un manque de preuves matérielles dans cette enquête. La police a perquisitionné les deux maisons de Michael Jackson. Ils ont saisi entre autres des bandes vidéo. Ils n'ont absolument rien trouvé qui puisse incriminer Michael Jackson. Donc, n'ayant aucune preuve pour monter une affaire pénale, les autorités se concentrent donc sur les interrogatoires d'autres enfants qu'a fréquenté Michael Jackson. Donc là, vont être entendus Wade Robson, âgé de 10 ans, également Brett Barnes, âgé de 11 ans, et tous les deux vont défendre Michael en disant qu'il ne les a jamais touchés. Yeah, you know, there's been different times where it just be me and Michael. Then there'll be other times where he has other friends over too. That's what, like what Brett said, it's just a slumber party. We just have a lot of fun. And you know, I've slept in the same bed as Michael. It's just you watch cartoons, you fall asleep. You know, it's just a friendship. And I know he would never do anything to hurt my brother. He's the nicest guy you've ever met. I've been there when these kids have been in Michael's room. I've been there with them. It's just party time. They watch videos, they eat junk food, they play video games. They play so hard, they fall asleep. They're exhausted, they fall asleep. In fact, if anybody wants to go back to 1993 when I was interviewed by the Santa Barbara Police Department, I sat there and I gave them the names. They're on record. They have all of this information, but they were scanning Michael Jackson. All they cared about was trying to find something on Michael Jackson. Who you said, by the way, did not abuse you. Who Michael was innocent. I told them he is not that guy. The names, go investigate. Et retenez bien le nom de Wade Robson parce que on va en reparler beaucoup plus tard. Et la coup de théâtre. June et Dave, donc la mère de Jordan et le beau-père de Jordan, décident de se rallier au camp d'Evan. Ils vont donc engager une nouvelle avocate, Barry Rothman ne les représentant plus, qui s'appelle Gloria Allred et qui va déclarer lors d'une conférence de presse qu'ils sont prêts pour un procès criminel. Mais elle va très vite être virée pour prendre un autre avocat, Larry Feldman, qui sera grandement coaché par l'ancien avocat Barry Rothman. Inside the law office, the only thing they were asking for was money. Where's this money? I was crazy too. I'm like, y'all just looking for money? You're not looking for justice? You're only looking for money? Et donc, le 14 septembre 1993, les parents de Jordan Chandler intentent une action civile contre Michael Jackson, alors que celui-ci se trouve à Moscou pour son Dangerous World Tour, donc il est en tournée. Le 15 décembre, il y a une ancienne femme de chambre de Michael Jackson qui va venir raconter des choses. Mais bon, elle les raconte pas à la justice, elle les raconte à un tabloïd. Et ça va pas être la seule, du coup, il y en a plein qui vont débarquer, donc des anciens gardes de Michael Jackson, des femmes de ménage,
chantage. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est là où je vous dis, oubliez tout ce que vous avez pu lire dans la presse, ces personnes-là ont été payées à minima $20,000 pour raconter leurs histoires à des tabloïds. Il y a eu tout un business qui s'est mis en place autour de toute cette histoire, un acharnement médiatique quasi sans précédent, j'ai envie de dire. So then you go to Germany, you get another 20,000. You go to Italy, another 20,000. Before you know it, you're up at $200,000, and that is enough for a family to come forward and talk. Le 22 décembre, Michael Jackson s'est exprimé en direct de son ranch. There have been many disgusting statements. These statements about me are totally false. I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que là, les médias en fait ne couvraient que ça tous les jours. Donc déjà, avant de savoir le verdict, les médias l'avaient condamné. Et ce qui ne va pas du tout arranger les choses, c'est la sœur de Michael Jackson, LaToya, qui va parler à la télévision. Donc elle va parler sur MTV en disant qu'elle croit son frère coupable, mais elle se ravisera des années plus tard. C'est une histoire assez compliquée. Elle sortait avec un mafieux, lui a fait faire des choses un peu contre son gré, et voyant justement la tournure des médias et l'argent à se faire, pour lui c'était beaucoup plus intéressant en fait que LaToya accule son frère afin de se faire de l'argent sur ce qu'elle pouvait raconter. Michael en tous les cas ne lui en a jamais voulu, elle habitait même après dans son ranch avec lui. Et là c'est important quand même de marquer une petite pause. En fait là tout ce qui est en train de se passer, toutes les dépositions, tous les recueils de témoignages, tout ça, c'est pour intenter un procès au civil, mais aussi un procès criminel. Sauf que là, on n'a pas cette preuve en fait pour ouvrir un procès criminel. Mais la famille Chandler insiste pour avoir un procès au civil. Et c'est là où je dois vous expliquer la différence entre un procès civil et un procès criminel, à savoir que normalement, dans l'ordre des choses, il y a d'abord un procès criminel où si la personne est reconnue coupable, elle va en prison. Ensuite se déroule le procès civil qui en fait déclare les dommages et intérêts que l'accusé doit verser à la famille. Donc là en fait on parle uniquement d'argent dans un procès civil, on parle de dommages et intérêts. Mais là la famille Chandler insistait pour que le procès civil se tienne avant le procès criminel. Donc il voulait absolument l'argent. Et c'est là où justement donc l'avocat des Chandler, Larry Feldman, voyant que le procès criminel, faute de preuves, allait traîner en longueur, de son côté il a poussé pour que le procès civil soit accéléré et arrive avant le procès criminel. Et du coup, le juge a fini par ordonner les dépositions en octobre 1993. Mais le problème dans tout ça, c'est là où, si vous voulez, c'est très vicieux, c'est que si le camp Jackson doit tout déposer en octobre 93, c'est-à-dire qu'ils déposent tous leurs témoignages, toutes leurs preuves, tout ce qu'ils ont en fait de leur côté, toute leur défense en fait va être mise à nu, donnant de ce fait tout l'avantage au camp adverse. C'était pas bon pour le procès criminel. Voilà, Michael Jackson, il était en gros à poil face à la défense, quoi. Donc le camp Jackson ne voulait pas divulguer leurs preuves. That's the problem with a civil case preceding a criminal case. Now, from October 93 to January 94, Michael's defense goes back to court 4 different times and argues to the judge, we need the civil case delayed so that it doesn't precede the criminal case because this is unconstitutional. If you force our client to give away his defense, then you're denying him his constitutional right to a fair criminal trial. The real story hasn't been told. The real story is that Michael Jackson was the victim of an elaborate extortion scheme that launched the false allegation. Ils n'ont donc pas eu d'autre choix que d'accepter l'accord financier afin de se protéger pour le procès criminel, car l'enjeu était beaucoup plus important. La transaction a donc eu lieu le 25 janvier 1994. A priori, il s'agirait d'environ $15 millions versés donc à Jordan Chandler et $5 millions qui ont donc été versés aux avocats du camp Chandler. Mais cette transaction ne veut pas dire que Michael Jackson avoue rien à voir. Donc suite à cet accord, la plainte a été retirée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plainte a été retirée au civil, mais rien n'empêchait la famille Chandler de déposer plainte
au pénal, donc pour ouvrir un procès criminel. Ils ne l'ont pas fait. Donc le procureur de l'époque, Thomas Snedden, lui, il faut pas oublier qu'il avait lancé une enquête de grande ampleur. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça. Apparemment, il y avait eu 200 témoins qui avaient été entendus, moult perquisitions. L'affaire est donc passée devant un grand jury. Ce jury est chargé donc d'examiner les éléments présentés. Donc le 22 septembre 1994, la justice constate l'absence de preuves et le manque de témoignages pouvant corroborer les accusations de Jordan Chandler. En plus, lui, maintenant, il refuse de témoigner. Donc l'enquête criminelle est close, mais tout le monde a retenu que Michael Jackson avait payé. Et malheureusement, les médias ayant tellement bien fait leur travail de désinformation, ça lui a énormément porté préjudice sur son image et sur sa santé également jusqu'à la fin de sa vie. Je vous invite à aller voir vivement un documentaire qui s'appelle Casse départ, nouvelle preuve sur le cas Michael Jackson, que je vous mets là en petit, mais je vous le mettrai également dans la barre d'infos car il est vraiment très très intéressant. Je vous ai mis d'ailleurs des petits bouts d'extraits. Allez le voir. Franchement, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur cette histoire, ce documentaire est très très bien fait. La santé de Michael Jackson, comme je vous ai dit, en a pris un coup après cette histoire. Donc il a continué à consommer des antidouleurs. Ça l'a vraiment énormément marqué. Il a dû annuler le reste de sa tournée. Il a également perdu beaucoup de poids parce qu'il a cessé de s'alimenter. Le 26 mai 1994, Michael Jackson se marie avec la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie Presley, en République dominicaine. Alors ils s'étaient rencontrés une première fois en 1975 et elle, en fait, elle a eu un rôle assez important dans la vie de Michael Jackson. En tous les cas, à cette période-là, elle a été une oreille, une confidente, également une conseillère. Elle ne dit que du bien de Michael, même si par la suite, voilà, elle a eu une petite dent contre lui parce que ça n'a pas toujours été facile entre eux. Alors là, tout le monde y allait de son petit commentaire en disant que c'était un faux mariage, que c'était juste pour redorer son blason à la suite des accusations patacoufin. Well, at first, this is what happened. When she was 18, I used to tell my lawyer, John Branca, do you know Lisa Marie Presley? I go, well, can you get in touch with her? Because I think she's really cute. And he'd laugh every time. The next thing I noticed, there's a picture on a magazine cover where she's married, which really tore me to pieces. And really did, because I felt that was supposed to be me. I really did. Et le 6 décembre 1995, Michael Jackson va s'effondrer sur la scène du Beacon Theatre lors de la préparation du concert One Night Only. Il va être transporté d'urgence à l'hôpital, donc il est en état de déshydratation aiguë et de grande faiblesse. Sa femme va se rendre à l'hôpital, une dispute va éclater entre eux. On ne connaît pas, ça n'a pas été rendu public la cause de cette dispute, mais voilà, ça commençait un peu à battre de l'aile et ils vont divorcer le 20 août 1996. Et là, ça va recommencer. Je trouve que là, c'est pas du tout connu du grand public. Enfin, en tous les cas, moi, je l'avais vu nulle part. C'est vraiment en fouillant que je suis tombée là-dessus. Evan Chandler, le père de Jordan, va revenir encore à la charge parce que, en fait, Michael Jackson avec Lisa Marie Presley, ils ont donné des interviews où Michael Jackson remettait les pendules à l'heure sur le fait qu'il avait, il y avait rien, en fait, il n'y avait pas de preuves contre lui. Et il a également sorti son album History où il y a eu quelques chansons quand même qui racontaient un petit peu ce qu'il avait vécu. Et là, donc, comme je vous dis, ce fameux Evan Chandler va porter plainte le 7 mai 1996. Alors dans sa plainte, il y a 122 clauses, oui, 122, où il affirme en fait que Michael Jackson a violé le règlement à l'amiable qu'ils avaient signé en 1994 en niant les accusations de pédophilie. Donc Evan, il attaque tout le monde, il attaque Michael Jackson, Lisa Marie Presley, également la journaliste Diane Sawyer, parce que c'était dans son émission qu'ils avaient dit que Michael était innocent. Not in my heart. It's not who I am. There was not one iota of information that was found that could connect me to these charges. Donc il attaque également la chaîne ABC. Il attaque également les sociétés Sony et Warner à cause des chansons donc de l'album History et encore d'autres parties quoi. Il y a trop de noms. Car selon lui, ils ont développé, orchestré et exécuté un stratagème pour accuser à tort son fils d'avoir menti, sauf que ça tient pas debout.
parce qu'en fait, dans l'accord qu'ils ont signé, il a reconnu le fait qu'aucun tort n'avait été fait à son fils, et il a convenu donc que Michael Jackson était innocent. C'était les termes dans l'accord. Personne ne l'a forcé à le signer. Il aurait pu aller au tribunal, comme je vous ai dit, pour procès criminel. Il ne l'a pas fait. Et cette fois-ci, il réclame 60 millions de dollars. Et cette plainte, figurez-vous qu'elle va mettre 4 ans à être résolue. Elle sera résolue qu'à l'été 2000 parce que il y avait certaines omissions lors de la conclusion de l'accord qui en gros leur a posé problème pour démonter en fait cette plainte. Mais pour autant, c'est quand même intéressant de dire que selon Evan, dans sa plainte, il avait subi une perte de sa réputation, de la honte, de la mortification. Il s'est jugé également exploité commercialement par Michael Jackson. Sauf que si vous voulez, c'est un petit peu hypocrite tout ça, parce que s'il reproche à Michael Jackson d'avoir parlé de son innocence dans certaines chansons, dans ces cas-là, on pourrait aussi accuser son frère Red Chandler d'avoir sorti un livre qui racontait donc leur point de vue sur toute l'affaire de 93, en sachant que Red Chandler a écrit ce livre avec Evan. Il lui a fourni toutes les infos nécessaires à l'écriture de ce livre. Mais bon, donc toujours est-il que ce qu'il n'a pas aimé, donc à part l'interview, tout ça, il n'a pas aimé la chanson They Don't Care About Us. Il n'a pas aimé la chanson This Time Around. Et il n'a pas aimé la chanson Money. Le demandeur demande donc le recours équitable d'une ordonnance lui permettant de publier et de faire distribuer au public pour vente une composition musicale intitulée Evan Story. Bon, il voulait être scénariste, maintenant il s'improvise compositeur musical. Je vais rien dire, je vous laisse vous-même juger. Mais en effet, l'album History est l'album le plus personnel de Michael Jackson, car au-delà de Don't Care About Us et les autres chansons que je viens de citer, on retrouve notamment le duo avec sa sœur Janet, Scream, où là il s'attaque en fait aux médias en disant arrêtez de me mettre la pression. D'ailleurs, au passage, clip dont le budget a été de plus de 7 millions de dollars. Ça a été le clip le plus cher jamais réalisé. Il y a également la chanson Earth Song, où là, il dénonce la destruction de l'environnement. Et également la chanson Stranger in Moscow, où il parle de la solitude. Je pense que le titre qui est le plus personnel de peut-être toutes les chansons que Michael Jackson a écrites, c'est Childhood. Vous regardez les paroles de Childhood, vous avez tout compris en fait sur Michael Jackson. Tout est dit dans cette chanson. Alors, c'est là que va entrer en scène Debbie Rowe. Alors, Debbie Rowe, Michael Jackson l'a rencontrée en 1981 quand il s'est fait soigner quand il a commencé à se faire soigner pour son vitiligo. C'était l'infirmière de son dermatologue. Mais ils vont se marier quand même seulement 3 mois après son divorce avec Lisa Marie Presley. Et ils vont avoir 2 enfants. Donc, Prince Michael Jr., qui va naître le 13 février 1997, ainsi qu'une petite fille, Paris Michael, qui naîtra le 3 avril 1998. On sait que Michael Jackson a toujours voulu des enfants. Il en voulait avec Lisa Marie Presley. Elle en avait déjà, elle, d'un précédent mariage. Il voulait les reconnaître, sauf que il n'y a pas besoin de les adopter, quoi. Ils ont un père biologique, donc il n'a pas pu le faire. Lisa Marie, en fait, elle n'était pas très chaude pour faire des enfants à Michael. Elle avait peur que si éventuellement ils se séparaient, que ça allait être une bataille sans nom pour obtenir la garde. Parallèlement, elle jugeait aussi Michael Jackson trop immature, trop gamin. On sait qu'il n'a pas eu d'enfance, qu'il cherche à tout prix à revivre son enfance. Tout ce qu'il n'a pas eu, il se l'autorise. Maintenant, il a les moyens de se payer un parc d'attractions, d'avoir des amis enfants. Je sais que certains voient ça d'un autre œil, mais bon, voilà. Tout ça a quand même pesé dans leur mariage. Mais il va divorcer d'avec Debbie le 8 octobre 1999. Il obtient la garde complète des enfants. De toute façon, Debbie n'a pas voulu discuter de quoi que ce soit. Pour elle, c'était évident que Michael Jackson gardait les enfants. Mais cette année-là, il va se produire un incident qui est vraiment passé inaperçu aux yeux du public. Ça sera lors d'un concert de charité que Michael va donner à Munich. Et là, en fait, il va avoir un accident sur scène. En fait, il se tient sur une passerelle. Elle va chuter d'environ l'équivalent de 3 étages. Il va avoir de graves lésions au dos. On les a vues, notamment lors de son autopsie. Et
Vous doutez bien que du coup ça va encore accroître sa consommation d'antidouleurs. Et en 2001, le 31 octobre, Michael Jackson sort un nouvel album qui s'appelle Invincible. Et là, il va y avoir des problèmes. Michael va rentrer en désaccord avec Sony. Le label va écourter au bout de 3 mois la promotion de cet album. Mais voilà, encore une fois, toutes les frictions avec Sony, on va en reparler après. En 2002, Michael Jackson va avoir un 3e enfant qui s'appelle Prince Michael, 2e du nom, surnommé Blanquette, grâce à une mère porteuse. Et donc il naîtra le 21 février 2002. Selon certains, il serait le seul fils biologique de Michael Jackson. Alors je vous avoue que je me suis pas du tout, vous ne verrez pas dans cette vidéo l'histoire sur les enfants de Michael Jackson, parce que bon, vous vous doutez bien que j'ai dû faire un tri dans cette vidéo. Je crois pas que ça soit important en fait de savoir s'ils sont biologiquement les siens ou pas. C'est lui qui les a élevés, c'est ses enfants, point barre. Donc bon, voilà, je parlerai pas de ça ici. Mais en tous les cas, tout le monde se rappelle de la fameuse scène où il a voulu présenter son enfant comme dans Le Roi Lion, sauf que voilà, c'était au-dessus d'un balcon, ça a été très très mal perçu. Je comprends, c'est vrai que moi-même je sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est excusé publiquement via un communiqué de presse, et c'est là qu'on peut voir d'ailleurs que lors de ses déplacements, ses enfants sont toujours voilés ou portent des masques. Or ça, à chaque fois, on a tiré sur Michael en disant qu'il maltraitait ses enfants, leur couvrant ainsi le visage. Or, on a appris par Debbie que c'était sa volonté à elle, en fait, que les enfants soient cachés. Michael est très fier de ses enfants, mais elle ne voulait pas, en fait, qu'ils soient harcelés, qu'ils soient exposés, notamment parce qu'il y a eu je ne sais pas combien de menaces d'enlèvement. Donc, c'était sa requête à elle que les enfants aient le visage toujours couvert et que potentiellement, plus grand, ce soit leur choix de montrer ou pas leur visage. Et là, on va arriver à quelque chose qui va encore faire polémique. Il s'agit du documentaire de Martin Bashir qui s'appelle Living with Michael Jackson. Alors en fait, Martin Bashir a filmé Michael sur une période de 8 mois. Donc là, on assiste à une série d'entretiens avec Michael. On le voit dans son ranch, on le voit avec ses enfants. Et ce documentaire est sorti donc en février 2003. Dans ce documentaire, on voit une scène. Alors, c'est Michael Jackson avec un enfant, Gavin Arvizo, en train de se tenir la main. L'enfant a la tête sur l'épaule de Michael et Michael dit qu'il n'y a aucun problème à dormir avec des enfants. Bon, forcément, quand les gens ont vu ça, ça a ravivé les souvenirs de l'affaire de 93. Peu de temps, en fait, après la diffusion de ce documentaire, le 18 novembre 2003, le jour où sort la compilation de Michael Jackson Number Ones, il y a 70 policiers qui débarquent à Neverland, oui, c'est un raid, pour perquisitionner les lieux. Donc un mandat d'arrêt est lancé contre Michael. À ce moment-là, il se trouve à Las Vegas, il est en train de tourner un clip. Il est interrogé et libéré sous caution. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Agression sexuelle. Encore, c'est reparti. Et je vais m'arrêter là pour cette première partie. Je vous retrouve demain pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.